Bonjour chers amis, auditeurs et auditrices. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info, une émission spéciale enregistrée depuis l'île d'Elbe. L'île d'Elbe, la plus grande île de l'archipel toscan, tout près de la Corse, que l'on voit depuis Bastia, que je vois tous les jours quand les conditions météo le permettent, depuis la fenêtre, mais qui est bien mal relié à la Corse. Aujourd'hui, j'ai profité d'une offre spéciale de la Corsica Ferries afin de pouvoir passer la journée à Portoferraio, la capitale de l'île d'Elbe. Et j'enregistre cette émission de l'un des points culminants de la ville de Portoferraio, l'une des forteresses de la ville, de la vieille ville, Forte Estella, qui a été édifiée au milieu du XVIe siècle. Alors, j'ai dit que l'île est bien mal desservie depuis la Corse, et ça, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur, parce que depuis longtemps, je déplore le manque de communication entre les deux îles voisines, si proches et pourtant si lointaines. La distance entre Bastia et Portoferraio est d'environ 70 km. La distance entre la côte corse et la côte la plus occidentale de l'île d'Elbe est de moins de 50 km. Donc ce sont véritablement deux îles voisines. Depuis très longtemps, je milite pour l'ouverture d'un service régulier de navires, de ferries, entre Bastia et Portoferraio. Les relations entre les deux îles sont très anciennes, depuis l'Antiquité. Les deux îles ont partagé les mêmes vicissitudes de l'histoire et bien souvent les mêmes envahisseurs et les mêmes, parfois, pirates barbaresques et les mêmes dominateurs. La Corse a longtemps importé le fer de l'île. Portoferraio doit son nom à l'existence de mines de fer dans la partie orientale de l'île. Les échanges économiques étaient importants autrefois entre l'île d'Elbe et la Corse. Aujourd'hui, ils sont quasiment inexistants. À l'heure du tourisme, à l'heure de l'économie basée sur le tourisme, je pense que ce serait un atout majeur que d'avoir un service régulier entre les deux îles. Ça pourrait être un plus pour les visiteurs de l'île d'Elbe que de pouvoir faire un saut à Bastia, et inversement, les visiteurs qui sont en Corse de pouvoir faire un saut à l'île d'Elbe comme je l'ai fait aujourd'hui. Mais surtout, ça permettrait de développer, de reconstruire les relations entre les deux îles à travers des échanges culturels, par exemple entre Portoferraio et Bastia, entre les établissements scolaires des deux îles, ou des deux villes, je ne sais pas. Et puis bien sûr des échanges économiques. L'île d'Elbe est beaucoup plus petite que la Corse. Elle fait 224 km², ce qui est l'équivalent du Cap Corse. Mais le Cap Corse est un désert humain, malheureusement. Aujourd'hui, au total, il doit y avoir quelques milliers d'habitants dans la totalité du Cap Corse, alors que l'île d'Elbe est relativement peuplée, puisqu'elle compte 32 000 habitants, soit une
densité de à peu près 143 habitants au kilomètre carré. Portoferraio, la capitale d'où je vous parle, compte plus de 12 000 habitants. L'île a 147 km de côte. C'est une île montagneuse, comme la Corse. Les paysages d'ailleurs rappellent beaucoup ceux de la Corse et en particulier ceux du Cap Corse. L'île est séparée de l'Italie continentale par un étroit détroit que l'on appelle le canal de Piombino, qui est large d'une dizaine de kilomètres. L'île compte 7 communes, par ordre d'importance: Portoferraio, Marciana Marina, Campo nell'Elba, Campoliveri, Rio et Porto Azzurro. Porto Azzurro est un petit port de plaisance, pas seulement de plaisance d'ailleurs, au sud-est de l'île. L'île est couverte de forêts de hêtres et de pins. Il y a encore beaucoup de terrasses, de cultures en terrasse, et le vignoble est en pleine, connaît un fort dynamisme. Il y a également des vergers et bien sûr du maquis comme en Corse. Le point culminant que l'on voit depuis la Corse, c'est le Monte Capane. Monte Capane qui culmine à plus de 1000 mètres d'altitude, 1019 mètres d'altitude pour être exact. L'île est longue de 29 km d'est en ouest et de 18 km et demi du sud au nord. C'est donc, comme je l'ai dit, la plus grande île de l'archipel toscan. Depuis la Corse, on voit d'autres îles de l'archipel toscan, Capraia, que je vois d'ailleurs d'ici, depuis Portoferraio, au nord. Au sud de l'île d'Elbe, il y a Pianosa et un peu plus loin Monte Cristo. Ces 4 îles sont visibles depuis la Corse, mais elles sont beaucoup plus petites. Certaines sont désertes, comme Monte Cristo. C'est une île granitique. On trouve aussi du calcaire et des marnes, et comme je l'ai dit, il y a du fer, mais aussi du cuivre. L'île est habitée depuis le Paléolithique. Elle a d'abord été habitée par des Ligures Ilvates. Ilva, c'est ce nom qui a donné le nom actuel Elba. Ilva est devenu Elba. Ensuite, l'île a connu les Étrusques, les Carthaginois, les Phocéens, et bien sûr les Romains, puis les Ostrogoths. En 610, les Lombards sont venus. En 874, l'île a été pillée par les Sarrasins. Elle a été à nouveau pillée en 1003 et en 1016. Au XIe siècle, comme en Corse, Pise a établi sa domination sur l'île. En 1399, c'est là que les deux histoires divergent un petit peu, l'histoire de la Corse et l'histoire d'Elba, puisque Elba fait partie de la principauté de Piombino. En 1442, l'île a subi de très importantes destructions de la part des pirates tunisiens, puis par Barberousse, le célèbre pirate, en 1534 et en 1544. Puis le pirate Dragut, le pirate ottoman Dragut, a fait des raids et a causé beaucoup de destruction et de pillage dans l'île en 1553 et en 1555. L'île a fait partie du Grand-Duché de Toscane et en 1736 du Royaume de Naples. Rappelons que c'est à Portoferraio qu'était en poste le lieutenant Pasquale Paoli, avant qu'il rentre en Corse pour connaître le destin que l'on sait en 1755. En 1799, les Français, les révolutionnaires, ont tenté de s'emparer de l'île d'Elbe. Elle a fini par être annexée par la France en 1802, alors que Napoléon était premier consul. Et en 1811, l'empire de Napoléon en a fait
l'a intégré au département de la Méditerranée. En 1814, après la première abdication de Napoléon, Napoléon s'est installé à l'île d'Elbe avec l'accord des Alliés et il a régné comme souverain de l'île d'Elbe pendant 300 jours jusqu'au 26 février 1815, date à laquelle il a fui l'île d'Elbe pour gagner Golfe-Juan et récupérer son trône pour 100 jours seulement. En 1860, après le départ de Napoléon, l'île a été donnée au Grand-Duché de Toscane. Et en 1860, elle a intégré le royaume d'Italie. Portoferraio a été bombardé par la Luftwaffe le 16 septembre 1943 et ensuite occupé par les Allemands jusqu'au 17 juin 1944, date du débarquement français venu de Corse. La Corse avait été libérée presque un an plus tôt et c'est de Corse que les Français libres ont débarqué à l'île d'Elbe. Ils étaient commandés par le général Delattre de Tassigny et qui dirigeait la 9e division d'infanterie coloniale qui comprenait les tabors marocains et les tirailleurs sénégalais. L'île d'Elbe malheureusement se souvient des exactions commises par ces troupes durant leur séjour dans l'île. Alors, comme je l'ai dit en début d'émission, à Portoferraio, la ville de Portoferraio est une ville ancienne construite à flanc de, je ne dirais pas montagne, mais à flanc de collines abruptes, sur une péninsule entourée par la mer, sur 3 côtés, et elle est ceinturée par des murailles. Et là, je vous parle depuis le Monte Stella, qui est l'un des forts, mais il y a également Forte Falcone et Forte Inglese. Et puis, il y a également des tours génoises, dont la tour Mortelle, ou plutôt la tour del Martello, qui se situe sur une jetée juste à l'entrée du port, dont je parle d'ailleurs dans mon livre « Calistée, notre terre promise », pour m'interroger sur l'origine de cette tour, puisque, comme on le sait, la tour de Mortella dans le désert des Agriates a inspiré les Anglais qui ont ensuite construit des Martello Towers un peu partout en Angleterre et dans leur empire colonial. Alors je m'étais posé la question de savoir si cette tour de Portoferraio avait la même origine. Apparemment non, puisqu'elle est plus ancienne que cette époque-là, mais son nom, Martello, m'intrigue. Je n'ai pas encore eu la réponse. Aujourd'hui, j'ai offert mon livre « Calistée, notre terre promise » à la bibliothèque municipale de Portoferraio. J'y avais déjà offert 2 livres il y a quelques années. Le premier, c'était Corse Indépendance de Christian Mondoloni. Et ensuite, j'avais également offert Tuer l'empereur de Philippe Caverini. Je rappelle que Tuer l'empereur est un très beau roman historique dont l'action se déroule entre, je dirais, 1793 et 1815, d'abord en Corse, puis à l'île d'Elbe. C'est l'histoire d'un jeune Corse qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est tuer Napoléon, auquel il voue une haine mortelle. Et il pense pouvoir assouvir sa haine en l'assassinant, en profitant de son séjour à l'île d'Elbe. Je ne dévoile pas la suite de l'histoire. C'est un livre historiquement exact, même si, comme chacun sait, Napoléon n'est pas mort à l'île d'Elbe. Il est mort dans une autre île, beaucoup plus lointaine. Alors, dans ce livre, dans mon livre « Calistée, notre terre promise », j'explique pourquoi je souhaite voir le développement des relations entre la Corse et l'île d'Elbe. Je pense que c'est géographiquement logique que les 2 îles aient des relations suivies, des relations étroites,
et que Bastia ait également des relations étroites avec Portoferraio et avec les autres communes de l'île d'Elbe. Donc je profite de cette émission pour lancer un nouvel appel aux autorités des deux côtés, que ce soit l'île d'Elbe fait partie de la province de Livourne, que ce soit donc les autorités provinciales et les autorités insulaires ici, l'île d'Elbe, et aussi aux autorités corses, conseil exécutif, assemblée territoriale, municipalité de Bastia, pour que l'on songe sérieusement à développer les relations entre la Corse et l'île d'Elbe. Si cette petite émission, si mon livre, si cette visite d'aujourd'hui peut contribuer au développement de ces relations, j'en serai très heureux. Je vous remercie, chers amis auditeurs, pour votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Panorama Info. Et voilà, je vais reprendre le bateau ce soir pour Bastia. À bientôt, au revoir. Merci monsieur de vos explications. Je vous en prie, madame. Alors, pour les auditeurs ou pour les vidéospectateurs d'RVTV, je vous montre là la résidence impériale, la résidence de Napoléon pendant son règne de 300 jours à l'île d'Elbe. C'est une ancienne résidence épiscopale qu'il avait fait agrandir et aménager comme résidence. Ce n'était pas sa seule résidence d'ailleurs, il en avait plusieurs autres, dont une villa à San Martino à l'intérieur des terres. Voilà la vue magnifique que l'on a depuis Montestella, avec le balai incessant des ferries qui relient principalement Portoferraio à Piombino. Voilà, chers vidéospectateurs, je vous recommande vivement de visiter cette île qui gagne à être connue, qui est très connue des Italiens, très connue des Allemands, un peu moins connue des Français et malheureusement insuffisamment connue de leurs voisins les Corses. Voilà, à l'horizon là, je ne sais pas si vous la distinguez, c'est l'île de Capraia. Voilà les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. À bientôt.